L'islam devient plus visible lors du tremblement de terre géopolitique sous la surface. Permettez-moi de vous ramener à un après-midi apparemment ordinaire à Madrid en octobre dernier, le 12 octobre, pour être précis, la Fiesta Nacional d'Espagne, une journée destinée à célébrer l'unité du pays, son héritage catholique et son passé impérial. Cette année, quelque chose était différent. Alors que le roi Felipe VI se tenait sur le balcon du Palais Royal, examinant le défilé militaire en contrebas, un groupe de manifestants a déployé une banderole dans España, Tierra de Convivencia, l'Espagne, terre de coexistence. À première vue, ce n'était qu'un autre slogan progressiste, le genre de slogan que l'on attend des militants de gauche. Mais voici le détail qui aurait dû déclencher l'alarme. La banderole était écrite en arabe, siche et catalan, et les manifestants étaient membres de Musulmans pour le Progrès, un groupe ayant des liens avec les associations islamiques soutenues par l'État marocain. Maintenant, pourquoi est-ce important ? Parce que ce qui s'est passé ce jour-là n'était pas seulement une protestation, c'était une déclaration. Une affirmation selon laquelle l'islam, longtemps traité comme une question périphérique en Espagne, ne se contente plus de rester dans l'ombre. Et si vous pensez qu'il ne s'agit que de quelques militants brandissant une banderole, vous passez à côté d'une vue d'ensemble. Ce qui se produit actuellement en Espagne est un réalignement géopolitique lent, qui pourrait remodeler l'équilibre des forces en Méditerranée, mettre à l'épreuve la fragile unité de l'Europe et forcer les États-Unis à affronter une question qui les préoccupe depuis des décennies. Que se passe-t-il lorsqu'un allié clé de l'OTAN commence à dériver dans l'orbite d'une puissance islamique montante ? J'ai passé les 20 dernières années à étudier l'intersection de la religion, de la migration et de la géopolitique en Europe, et je peux vous dire que l'Espagne est le canari dans la mine de charbon. Le discours officiel, ce que vous ont dit les gouvernements, les groupes de réflexion et les grands médias dit que la population musulmane d'Espagne est en croissance, certes, mais c'est un problème gérable, une conséquence naturelle de la migration, et les institutions laïques du pays sont suffisamment fortes pour l'absorber sans perturbation majeure. Les chiffres semblent le confirmer. Selon l'Institut national des statistiques espagnoles, les musulmans représentent désormais environ 4,5% de la population, soit environ 2,2 millions de personnes, pour la plupart des immigrés marocains ou leurs descendants. Le gouvernement souligne les programmes d'intégration, les dialogues interreligieux et le fait que l'Espagne a évité le type de radicalisation islamiste à grande échelle observé en France ou en Belgique. Même le parti d'extrême droite Vox, qui a fait de la rhétorique anti-islam la pierre angulaire de son programme, a eu du mal à gagner du terrain au-delà de sa base de base. Le message est ne faites pas de IC. L'Espagne s'en occupe. Mais il y a un problème avec ce récit. Il part du principe que la visibilité de l'islam en Espagne est une question purement intérieure, une question de démographie et de politique sociale. Il ignore les forces géopolitiques en jeu, la pression discrète mais incessante du Maroc, les calculs stratégiques des États-Unis et de l'UE, et le fait que l'histoire de l'Espagne la rend particulièrement vulnérable à l'influence islamique. Ce qui se passe réellement est bien plus complexe et bien plus dangereux que ne le laisse entendre la version officielle. Laissez-moi vous dire ce que montrent réellement les données. La population musulmane d'Espagne ne se contente pas de croître, elle se concentre. Dans des villes comme Ceuta et Melilla, les enclaves de Siche sur la côte nord-africaine, les musulmans représentent déjà plus de 40% de la population. En Catalogne, ce chiffre est plus proche de 8%, et dans des régions comme l'Andalousie, où l'héritage d'Al-Andalus occupe encore une place importante dans l'imaginaire culturel, les chiffres augmentent rapidement. Mais voici qu'il ne s'agit pas de simples changements démographiques aléatoires. Ils sont le résultat de choix politiques délibérés, tant de la part de l'Espagne que d'acteurs extérieurs ayant leurs propres agendas. Prenons le Maroc, par exemple. Depuis les années 1990, Rabat poursuit une stratégie de ce que j'appelle une action islamique douce, utilisant la migration, les institutions religieuses et la diplomatie culturelle pour étendre son influence en Espagne. Le gouvernement marocain finance des mosquées, forme des imams et finance même les convertis de Siche pour qu'ils étudient dans les universités islamiques de Fès et de Casablanca. En 2019, des fuites de câbles diplomatiques ont révélé que les services de renseignement marocains avaient infiltré les communautés musulmanes siches, surveillant les imams et influençant le contenu des sermons du vendredi. Lorsque le gouvernement espagnol a tenté de réprimer ces activités, Rabat a réagi en menaçant de suspendre la coopération en matière de migration, une décision qui aurait envoyé des dizaines de milliers de migrants marocains affluer vers le système d'asile espagnol déjà surchargé.
Maintenant, pourquoi le Maroc ferait-il cela? Parce qu'il considère l'Espagne comme un prix stratégique. Pendant des siècles, le Maroc a considéré la péninsule ibérique comme faisant partie de sa sphère d'influence historique. La mémoire d'Al-Andalus, l'Espagne du Moyen Âge dirigée par l'islam n'est pas seulement de la nostalgie, c'est un projet géopolitique. Et au XXIe siècle, alors que l'Europe est distraite par les divisions internes et que les États-Unis se tournent vers l'Asie, le Maroc y voit une opportunité de se réaffirmer. L'objectif n'est pas la conquête, du moins pas au sens traditionnel du terme. Il s'agit d'influencer, façonner les politiques espagnoles en matière de migration, d'énergie et même les engagements de l'OTAN pour les aligner sur les intérêts marocains. Mais le Maroc n'agit pas seul. Derrière c'est ici que cela devient intéressant. Les États-Unis, qui ont longtemps traité l'Espagne comme un allié fiable de l'OTAN et un rempart contre l'influence russe en Méditerranée, commencent seulement à prendre conscience des implications de ce changement. Pendant des décennies, Washington a supposé que la démocratie laïque espagnole résisterait naturellement à l'empiètement islamique. Mais cette hypothèse reposait sur une incompréhension fondamentale de l'histoire de Sich. Contrairement à la France ou à l'Allemagne, où l'Église et l'État sont clairement séparés, l'identité nationale espagnole est profondément liée au catholicisme. La Reconquista, la campagne séculaire visant à expulser les morts, n'est pas seulement une note historique, c'est un mythe fondateur. Et ce mythe se heurte désormais à la réalité d'une population musulmane croissante. La communauté du renseignement américain a mis du temps à comprendre cela. En 2021, un rapport déclassifié de la CIA avertissait que les communautés musulmanes d'Espagne étaient de plus en plus radicalisées, mais il n'a pas réussi à faire le lien entre cette tendance et les ambitions géopolitiques du Maroc. Le rapport minimise également le rôle du financement saoudien et turc, le traitant comme un phénomène purement religieux plutôt que stratégique. Il s'agit d'un cas classique de myopie américaine, voir le monde sous l'angle de la lutte contre le terrorisme plutôt que sous l'angle de la concurrence entre grandes puissances. Mais le véritable angle mort, c'est l'Europe. L'UE a passé des années à faire la leçon à l'Espagne sur la nécessité d'intégrer sa population musulmane, mais elle n'a pas fait grand-chose pour répondre aux pressions extérieures qui alimentent ce problème. Bruxelles considère la migration comme un problème humanitaire et non géopolitique. Il investit de l'argent dans des programmes d'intégration tout en ignorant le fait que le Maroc utilise la migration comme une arme, un moyen d'obtenir de l'Espagne des concessions sur tout, depuis les droits de pêche jusqu'au Sahara occidental. Et lorsque l'Espagne tente de riposter, comme elle l'a fait en 2021 lorsqu'elle a autorisé Brahim Ghali, le chef du Front Polisario, à recevoir des soins médicaux en Espagne, le Maroc a riposté en ouvrant les vannes, permettant à des milliers de migrants de prendre d'assaut la frontière de Ceuta. Le message était « Vous avez plus besoin de nous que nous n'avons besoin de vous ». Parlons maintenant du contexte géopolitique plus large. Ce qui se passe en Espagne ne concerne pas seulement l'islam, il s'agit également de l'effondrement de l'ordre de l'après-guerre froide. Au cours des 30 dernières années, les États-Unis ont supposé qu'ils pourraient maintenir un monde unipolaire, avec l'OTAN comme principal instrument de domination mondiale. Mais ce monde s'effondre. L'invasion de l'Ukraine par la Russie a révélé les limites de la puissance américaine. L'initiative chinoise, la ceinture et la route, remodèlent l'économie mondiale. Et en Méditerranée, une nouvelle compétition multipolaire est en train d'émerger, avec la Turquie, le Maroc et même l'Algérie qui se disputent l'influence. L'Espagne se situe à la croisée des chemins de cette compétition. C'est un membre de l'OTAN, mais c'est aussi une ancienne puissance coloniale ayant des liens profonds avec l'Afrique du Nord. C'est un pays européen, mais c'est aussi une porte d'entrée vers le Maghreb. Et c'est une démocratie, mais avec un passé d'autoritarisme et une classe politique de plus en plus divisée sur la manière de gérer la question islamique. Les États-Unis veulent que l'Espagne soit un allié fidèle dans leur confrontation avec la Russie, mais ils se gardent également d'insister trop fort, de peur de pousser Madrid dans les bras du Maroc ou de la Turquie. L'UE souhaite que l'Espagne soit un modèle de multiculturalisme, mais elle est également terrifiée par les réactions politiques qui pourraient résulter d'un incident islamiste majeur. Et le Maroc ? Le Maroc souhaite simplement que l'Espagne se plie à sa volonté. C'est sur cette corde raide géopolitique que l'Espagne marche. Et pour l'instant, on ne sait pas exactement dans quel sens cela va tomber. Parlons des implications militaires et stratégiques. Les forces armées espagnoles sont parmi les plus professionnelles d'Europe, mais elles sont également mises à rude épreuve.
Le pays a déployé des troupes en Lettonie dans le cadre de la dissuasion de l'OTAN contre la Russie, il est un acteur clé dans les missions navales de l'UE en Méditerranée et il est toujours aux prises avec les retombées de son passé colonial au Sahara occidental. La dernière chose dont l'Espagne a besoin, c'est d'une nouvelle façade dans son propre jardin. Mais c'est exactement ce qui émerge. En 2022, les services de renseignement espagnols ont signalé une forte augmentation du nombre de ressortissants marocains rejoignant l'armée de Sich, notamment dans la marine et l'armée de l'air. À première vue, cela peut sembler une évolution positive, preuve que l'intégration fonctionne. Mais en creusant plus profondément, vous découvrirez que nombre de ces recrues ont des liens avec des organisations islamiques marocaines. Certains ont même été signalés pour comportements suspects, comme l'accès à des documents classifiés sans rapport avec leurs fonctions. Je ne dis pas que ces individus sont des espions, même si certains le sont presque certainement. Ce que je dis, c'est que le Maroc joue un jeu de longue haleine. Il ne s'agit pas d'infiltrer l'armée espagnole du jour au lendemain. Il tente de construire une génération d'officiers dotés d'une double loyauté, des officiers qui sympathiseront avec les intérêts marocains le moment venu. Ce n'est pas seulement de la spéculation. En 2020, un officier de la marine Sich a été arrêté pour avoir transmis des informations sensibles aux renseignements marocains. L'affaire a été discrètement enterrée, mais elle a fait froid dans le dos de l'establishment de la défense espagnole. Et il n'y a pas que l'armée. Le Maroc entretient également des liens avec la classe politique espagnole, notamment au sein du Parti socialiste, historiquement plus favorable aux positions de Rabat sur le Sahara occidental et la migration. En 2022, des fuites de courriels ont révélé que l'ambassadeur du Maroc en Espagne était en contact régulier avec de hauts responsables du PSOE, offrant un soutien politique en échange de concessions politiques. Maintenant, laissez-moi tranquille, je ne dis pas que l'Espagne est sur le point de devenir un État client du Maroc. Mais je dis que le pays est tiraillé dans de multiples directions et que ses dirigeants ont du mal à faire face aux pressions concurrentes. Le problème est que la politique intérieure espagnole est profondément polarisée. D'un côté, vous avez la gauche, qui considère l'islam comme un enrichissement culturel et est prête à faire des concessions au Maroc au nom de la cohésion sociale. De l'autre côté, vous avez la droite, qui considère l'islam comme une menace existentielle et veut réprimer l'immigration et les institutions religieuses. Aucune des deux parties n'a de stratégie cohérente pour faire face aux dimensions géopolitiques de cette question. Cela nous amène à la dimension politique intérieure. L'Espagne est au milieu d'un réalignement politique qui pourrait avoir des implications majeures pour sa politique étrangère. La montée de Vox, le parti d'extrême droite, a contraint la droite dominante à adopter une ligne plus dure à l'égard de l'immigration et de l'islam. Pendant ce temps, la gauche est de plus en plus divisée entre le PSOE, qui tente d'équilibrer ses tendances pro-marocaines avec son engagement en faveur de l'intégration européenne, et la gauche radicale, qui considère l'islam comme un allié dans sa lutte contre l'impérialisme occidental. Le résultat est un paysage politique dans lequel aucun parti ne peut se permettre d'ignorer la question islamique. Lors des élections générales de 2023, Vox a gagné en faisant campagne sur un programme de « reconquête » de l'Espagne de l'islam, tandis que le PSOE a tenté de minimiser la question, craignant que cela ne s'aliène sa base progressiste. Le PP, pris entre deux feux, a adopté dans son discours une rhétorique schizophrène dure à l'égard de l'immigration, mais disposé à conclure des accords avec le Maroc en coulisses. Alors, que se passe-t-il ensuite ? Passons en revue les scénarios. Scénario 1, le meilleur résultat. Dans ce scénario, l'Espagne parvient à trouver un équilibre. Le gouvernement réprime le financement étranger des mosquées, renforce sa coopération en matière de renseignement avec l'UE et travaille avec le Maroc pour gérer la migration d'une manière qui ne compromette pas la souveraineté de Sich. La population musulmane continue de croître, mais elle reste largement laïque et intégrée, sans radicalisation majeure. La classe politique espagnole s'unit autour d'une vision commune d'une identité multiculturelle mais clairement européenne. Les États-Unis et l'UE apportent leur soutien, mais n'interfèrent pas trop, permettant à l'Espagne de gérer le problème selon ses propres conditions. C'est le résultat que tout le monde souhaite, mais c'est aussi le moins probable. Pourquoi ? Parce que cela nécessite un niveau de maturité politique et de clairvoyance stratégique dont les dirigeants espagnols ont rarement fait preuve. Cela suppose également que le Maroc jouera le jeu, ce qui est loin d'être garanti.
Rabat n'a aucun intérêt à voir l'Espagne devenir une société stable et intégrée, car l'instabilité est son levier. Scénario 2, le résultat le plus probable dans ce scénario, l'Espagne s'en sort. Le gouvernement tente sans enthousiasme de réglementer les institutions islamiques, mais il est constamment miné par les luttes politiques internes et par la pression marocaine. La population musulmane continue de croître, mais elle devient plus polarisée, avec une minorité petite mais bruyante embrassant l'islam politique. Des incidents occasionnels, manifestations, affrontements, voire terrorisme de faible intensité maintiennent la question à l'avant-plan de l'actualité, mais ils ne conduisent pas à une véritable crise. L'Espagne reste un allié de l'OTAN, mais sa fiabilité est de plus en plus remise en question. Les États-Unis commencent à le considérer comme un handicap, tandis que l'UE le traite comme un problème à gérer plutôt que comme un partenaire de confiance. C'est le scénario vers lequel nous nous dirigeons actuellement. Ce n'est pas une catastrophe, mais ce n'est pas non plus durable. L'Espagne devient un pays plus faible et plus divisé, et sa capacité à projeter sa puissance en Méditerranée diminue. Le Maroc, quant à lui, continue de gagner en influence, utilisant les communautés musulmanes espagnoles comme cheval de Troie. Scénario 3, le pire des cas. Dans ce scénario, les choses deviennent incontrôlables. Une attaque terroriste majeure, perpétrée par une cellule islamiste locale ayant des liens avec le Maroc ou l'Arabie Saoudite, choque le pays. L'extrême droite progresse dans les sondages et le gouvernement répond par une répression sévère, s'aliénant la population musulmane espagnole. Le Maroc saisit l'opportunité d'intensifier sa pression, mettant fin à la coopération migratoire et menaçant de reconnaître l'indépendance de la Catalogne si l'Espagne ne recule pas sur le Sahara occidental. Les États-Unis et l'Union européenne sont contraints d'intervenir, mais leurs efforts sont insuffisants et trop tard. Le système politique espagnol se fracture et le pays sombre dans une période prolongée d'instabilité. C'est le scénario du cauchemar, et même si ce n'est pas le plus probable, ce n'est pas impossible non plus. Les ingrédients sont tous un système politique polarisé, une population musulmane croissante et des acteurs externes avec leurs propres agendas. Il suffirait d'une étincelle pour le déclencher. Maintenant, prenons du recul et regardons la situation dans son ensemble. Que nous apprend tout cela sur l'état du monde en 2024 ? Cela nous dit que l'ère de l'unipolarité américaine est révolue. Les États-Unis ne peut plus supposer que ses alliés s'aligneront ou que ses ennemis resteront dans leur case. Cela nous montre que l'Europe est plus faible qu'il n'y paraît et que ses divisions internes sont exploitées par les puissances montantes. Et cela nous dit que la religion, longtemps considérée comme une relique du passé, redevient une force majeure en géopolitique. Le drame est que les États-Unis n'ont pas de stratégie cohérente pour faire face à cette situation. Pendant des décennies, Washington a fonctionné en partant du principe que la démocratie libérale et le libre marché se propageraient naturellement et que le monde ressemblerait davantage à l'Amérique. Mais cela n'arrive pas. Au lieu de cela, nous assistons à une résurgence du nationalisme, de l'identité religieuse et de la compétition entre grandes puissances. Et l'Espagne n'est qu'un exemple de la façon dont se déroule ce nouvel ordre mondial. Alors, que devons-nous faire ? Premièrement, nous devons reconnaître que la question islamique en Espagne n'est pas seulement une question intérieure, c'est une question géopolitique. Les États-Unis et l'Union européenne doivent cesser de considérer ce problème comme un problème à gérer et commencer à le traiter comme un défi stratégique. Cela signifie travailler avec l'Espagne pour contrer l'influence étrangère dans ces communautés musulmanes, mais cela signifie également faire pression sur le Maroc pour qu'il cesse d'utiliser la migration comme une arme. Cela signifie investir dans des programmes de partage de renseignements et de lutte contre la radicalisation, mais cela signifie également être honnête quant aux limites de l'intégration. Deuxièmement, nous devons accepter que les relations entre l'Espagne et le Maroc seront controversées. Les États-Unis ne peuvent pas gagner sur deux tableaux, ils ne peuvent pas exiger que l'Espagne soit un allié loyal à l'OTAN tout en s'attendant à ce qu'elle se plie aux exigences marocaines concernant le Sahara occidental. Washington doit faire un choix. Veut-il que l'Espagne soit un partenaire fort et indépendant, ou veut-il que le Maroc reste heureux aux dépens de l'Espagne ? Troisièmement, nous devons arrêter de prétendre que l'Europe peut gérer cette situation seule. L'approche de l'UE à l'égard de la migration et de l'islam a été un échec et il est temps d'adopter une nouvelle stratégie. Cela signifie travailler avec les pays d'Afrique du Nord pour s'attaquer aux causes profondes de la migration, mais cela signifie également être prêt à recourir à la force dure lorsque cela est nécessaire.
Si le Maroc utilise la migration comme une arme, alors l'Europe doit être prête à réagir de la même manière, que ce soit en coupant l'aide, en imposant des sanctions ou même en suspendant les voyages sans visa. Enfin, nous devons avoir une conversation honnête sur l'avenir de l'OTAN. La fiabilité de l'Espagne en tant qu'allié est mise à l'épreuve, et les États-Unis ne peuvent pas se permettre de la tenir pour acquise. Si Washington veut maintenir son influence en Europe, il doit commencer à traiter ses alliés comme des partenaires et non comme des vassaux. Cela signifie écouter leurs préoccupations, respecter leur souveraineté et être prêt à faire des compromis. C'est une position controversée, je sais. Les responsables de la politique étrangère à Washington et à Bruxelles vous diront que la solution réside dans plus d'intégration, plus de dialogue et plus de multiculturalisme. Mais voici la vérité inconfortable, les voix de l'establishment ont tort. Non pas parce que leurs intentions sont mauvaises, mais parce que leurs hypothèses sont dépassées. Ils opèrent toujours sous l'illusion que les communautés musulmanes d'Europe constituent une population statique et malléable qui peut être intégrée de manière transparente grâce à des ajustements politiques et à une formation à la sensibilité culturelle. Cela aurait pu être vrai dans les années 1980, lorsque les premières vagues de travailleurs marocains et algériens sont arrivés en Espagne, mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. La dynamique a changé et les enjeux géopolitiques ont considérablement augmenté. Laissez-moi vous expliquer pourquoi cela est important au-delà des frontières espagnoles. La visibilité de l'islam en Espagne n'est pas seulement une question de mosquées et de foulards, elle est aussi une question de reconfiguration du pouvoir en Méditerranée. Le Maroc, par exemple, a passé des décennies à cultiver son influence au sein des communautés musulmanes d'Espagne, non pas par altruisme, mais comme outil de politique. Le gouvernement marocain finance les mosquées, contrôle la formation des imams et publie même des édits religieux par l'intermédiaire de ses propres institutions soutenues par l'État. En 2019, l'agence de renseignement SICH CNI avait averti que Rabat utilisait ses réseaux religieux pour surveiller et influencer les musulmans SICH, notamment ceux d'origine marocaine. Il ne s'agit pas de spéculation, c'est documenté dans des rapports classifiés qui ont depuis été divulgués à la presse. Ce que la plupart des gens ne réalisent pas, c'est qu'il ne s'agit pas seulement d'un problème de SICH. C'est un problème de l'OTAN. L'Espagne abrite deux des bases militaires les plus critiques de l'Alliance, la base navale de Rota, qui abrite 4 destroyers américains Aegis, et la base aérienne de Morón, une plaque tournante clé pour les opérations du commandement américain pour l'Afrique. Ce ne sont pas seulement des avant-postes symboliques, ce sont des nœuds vitaux dans la projection de la puissance mondiale de l'Amérique. Si la stabilité interne de l'Espagne est compromise par la montée de la radicalisation islamique ou l'ingérence marocaine, la sécurité opérationnelle de ces bases est remise en question. Et si vous pensez qu'il s'agit d'une préoccupation abstraite, pensez qu'en 2017, un djihadiste d'origine marocaine a foncé avec une camionnette sur la foule sur les Ramblas de Barcelone, tuant 16 personnes. Cette attaque n'était pas seulement une tragédie, c'était un avertissement. La prochaine fois, la cible pourrait être un convoi militaire, une installation portuaire ou un militaire américain. Les implications militaires ne s'arrêtent pas là. Le flanc sud de l'Espagne constitue le ventre mou de l'Europe, et il devient de plus en plus doux d'année en année. Le détroit de Gibraltar, qui sépare l'Espagne du Maroc, est l'un des points d'étranglement les plus stratégiques au monde. Près de 100 000 navires y transitent chaque année, transportant de tout, du pétrole aux fournitures militaires. Si le Maroc ou un acteur non étatique ayant des liens avec le Maroc devait perturber ce trafic, les conséquences économiques et sécuritaires seraient catastrophiques. Et n'oublions pas que le Maroc a l'habitude d'utiliser sa position géographique comme levier. En 2021, Rabat a autorisé des milliers de migrants à prendre d'assaut l'enclave SICH de Ceuta en représailles à la décision de l'Espagne d'autoriser le leader du mouvement indépendantiste du Sahara occidental à recevoir des soins médicaux dans un hôpital de SICH. Il ne s'agissait pas simplement d'une querelle diplomatique, c'était une démonstration de la rapidité avec laquelle le Maroc peut transformer la migration en une arme. C'est ici que les États-Unis doivent se réveiller. Pendant des décennies, Washington a traité le Maroc comme un partenaire fiable dans la guerre contre le terrorisme, un allié stable dans une région instable. Mais ce partenariat a un prix, la volonté américaine de détourner le regard lorsque le Maroc porte atteinte à la souveraineté de SICH. La décision de l'administration Biden en 2022 de reconnaître la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental a été un cas d'espèce.
Ce fut une victoire à court terme pour Rabat, mais une perte à long terme pour la cohésion de l'OTAN. L'Espagne, qui a toujours soutenu l'autodétermination du Sahara occidental, a considéré cette décision comme une trahison. Et si vous pensez qu'il ne s'agit que d'une posture diplomatique, considérez que dans les mois qui ont suivi la reconnaissance américaine, les renseignements marocains ont intensifié leur surveillance des responsables et des journalistes de SICH. Ce n'est pas le comportement d'un allié, c'est le comportement d'un rival. Alors, que devraient faire les États-Unis ? Premièrement, elle doit cesser de considérer l'Espagne comme un acteur secondaire dans sa stratégie méditerranéenne. L'Espagne n'est pas seulement un pays hôte des bases américaines, c'est un État de première ligne dans la lutte pour l'avenir de l'Europe. Cela signifie investir dans les capacités antiterroristes de SICH, non seulement dans le matériel, mais aussi dans le partage de renseignements et la police communautaire. Cela signifie faire pression sur le Maroc pour qu'il cesse d'utiliser la migration comme outil de coercition, même si cela signifie risquer des frictions à court terme avec Rabat. Et cela signifie être honnête sur les limites de l'intégration. L'idée selon laquelle les communautés musulmanes d'Espagne peuvent être pleinement assimilées à une identité européenne laïque est un fantasme. La question n'est pas de savoir si l'islam sera une partie visible de l'avenir de l'Espagne, mais plutôt de savoir si cette visibilité sera une source de stabilité ou d'instabilité. Deuxièmement, les États-Unis doivent repenser leur approche à l'égard de l'Afrique du Nord. Pendant trop longtemps, Washington a sous-traité sa politique en Afrique du Nord à la France et à l'Espagne, traitant la région comme un théâtre secondaire dans le Moyen-Orient élargi. C'est une erreur. L'Afrique du Nord est le nouveau champ de bataille d'influence entre l'Europe, les États-Unis et les puissances émergentes comme la Turquie et la Russie. La Turquie, en particulier, a fait des percées dans la région, finançant des mosquées, des écoles et des médias pour diffuser son islam politique. En 2020, le président turc Recep Tayyip Erdogan s'est rendu en Algérie et a promis $1 milliard d'investissement, dans le cadre d'un effort plus large visant à étendre l'influence d'Ankara au Maghreb. Si les États-Unis ne s'y opposent pas, ils risquent de céder la région à des acteurs qui ne partagent pas leurs intérêts stratégiques. Enfin, l'OTAN doit s'adapter. L'alliance a été construite pour contrer la menace soviétique, mais les défis d'aujourd'hui sont différents. Les nouvelles lignes de front ne se situent pas en Europe centrale, mais en Méditerranée, au Sahel et au Maghreb. Cela signifie que l'OTAN doit développer une nouvelle doctrine de guerre hybride, qui prenne en compte la manière dont la migration, la religion et la coercition économique peuvent être militarisées. Cela signifie travailler avec des partenaires comme l'Espagne pour renforcer les infrastructures critiques, améliorer le partage de renseignements et développer des capacités de réponse rapide. Et cela signifie être prêt à riposter contre les alliés comme le Maroc lorsqu'ils agissent contre les intérêts de l'Alliance. Il ne s'agit pas seulement de l'Espagne. Il s'agit de l'avenir de l'Europe. Le continent connaît une transformation démographique et culturelle, et l'establishment politique a du mal à suivre le rythme. La montée de l'islam en Espagne est un microcosme de cette transformation, un test pour la manière dont l'Europe gérera son identité changeante. Si l'Espagne échoue, les conséquences ne se limiteront pas à ses frontières. Elles se répercuteront sur toute la Méditerranée, déstabilisant l'Afrique du Nord et enhardissant les acteurs qui cherchent à exploiter les vulnérabilités de l'Europe. La question n'est pas de savoir si l'islam deviendra plus visible en Espagne. C'est déjà le cas. La question est de savoir si cette visibilité sera une source de force ou une source de conflit. Et la réponse à cette question dépendra de la volonté des États-Unis et de l'Europe de se confronter aux dures vérités concernant leur propre stratégie, ou de leur volonté de continuer à prétendre que les vieilles stratégies fonctionnent toujours. Aujourd'hui, ce que la plupart des gens ne réalisent pas, c'est que le paysage politique intérieur espagnol se fracture déjà sous le poids de cette transformation, et la réponse de l'establishment a été une classe magistrale d'évitement. Le gouvernement SICH, qu'il soit dirigé par le PSO de centre-gauche ou par le PP de centre-droit, a traité la visibilité croissante de l'islam comme une question culturelle plutôt que géopolitique. C'est une erreur. Parce que lorsque l'on supprime la rhétorique sur l'intégration et le multiculturalisme, on se retrouve avec une lutte de pouvoir, une lutte qui se joue dans les conseils municipaux, les parlements régionaux, et de plus en plus, dans la rue. Laissez-moi vous expliquer pourquoi c'est important. La population musulmane d'Espagne ne se contente pas de croître, ça devient plus organisé.
L'Union des communautés islamiques d'Espagne estime qu'il y a désormais plus de 2,5 millions de musulmans dans le pays, et des projections suggèrent que ce nombre pourrait doubler d'ici 2050. Il ne s'agit pas seulement d'un changement démographique, c'est une question politique. Et pourtant, l'État de Sich ne dispose d'aucune stratégie cohérente pour le gérer. Au lieu de cela, nous avons assisté à une mosaïque de politiques certaines bien intentionnées, d'autres carrément contradictoires qui reflètent les profondes divisions au sein de la classe politique. Prenons le cas de la Catalogne, où le gouvernement régional s'est montré bien plus proactif que celui de Madrid en matière de dialogue avec les communautés musulmanes. En 2019, le Parlement catalan a adopté une loi reconnaissant les fêtes islamiques, autorisant la nourriture halal dans les écoles publiques et finançant même les centres culturels islamiques. En apparence, cela ressemble à une politique progressiste. Mais en creusant un peu plus, vous découvrirez qu'il s'agit également d'une démarche calculée de la part du mouvement indépendantiste catalan visant à cultiver des alliés. Les Mossos d'Esquadra, la police régionale de Catalogne, surveillent discrètement la montée des réseaux salafistes dans des villes comme Barcelone et Tarragone, mais leurs efforts sont compromis par le refus de Madrid de traiter cette question comme une priorité nationale. Le résultat ? Une approche fragmentée qui oblige les autorités locales à se démener pour combler les lacunes. Voilà pourquoi l'élite politique espagnole est terrifiée à l'idée d'avoir une conversation honnête sur l'islam. La droite, dirigée par le PP et le parti d'extrême droite Vox, a transformé ce problème en arme, le présentant comme une menace existentielle pour l'identité siche. Vox, en particulier, a été implacable dans sa rhétorique, mettant en garde contre un grand remplacement et exigeant la fermeture des mosquées. Mais leur solution: plus de maintien de l'ordre, plus de surveillance, plus de restrictions sur l'expression religieuse n'est pas seulement inefficace, c'est contre-productif. Cela fait directement le jeu de ceux qui veulent radicaliser les jeunes musulmans en décrivant l'Espagne comme un État hostile et islamophobe. La gauche, quant à elle, est tombée dans le piège du déni. Le PSOE, dirigé par Pedro Sánchez, a tenté de franchir une ligne fine, en promouvant la laïcité tout en courtisant les électeurs musulmans. Mais leur approche est tout aussi erronée. En traitant l'islam comme une simple religion parmi d'autres à prendre en compte, ils ignorent le fait que certaines des organisations islamiques les plus influentes d'Espagne comme la Fédération des entités religieuses islamiques d'Espagne ont des liens avec des acteurs étrangers, notamment le Maroc et la Turquie. La FERI, par exemple, a été accusée de recevoir des financements du gouvernement marocain, qui a tout intérêt à façonner les communautés musulmanes d'Espagne pour qu'elles servent son propre agenda géopolitique. Et pourtant, l'État Sich continue de travailler avec eux, parce que l'alternative reconnaître que certains de ces groupes ont des programmes qui ne correspondent pas aux intérêts de l'Espagne obligerait à un calcul que personne au pouvoir ne souhaite avoir. Parlons maintenant des scénarios. Parce qu'il ne s'agit pas seulement d'aujourd'hui, il s'agit de savoir où se dirigera l'Espagne au cours de la prochaine décennie. Il existe 3 voies possibles, et aucune d'entre elles n'est particulièrement rassurante pour le statu quo. Le premier scénario est ce que j'appelle le modèle d'intégration gérée. Dans cette version des événements, la classe politique espagnole prend enfin conscience du fait que l'islam ne disparaît pas et que le pays a besoin d'une stratégie cohérente pour gérer sa population musulmane croissante. Cela impliquerait une combinaison d'une surveillance plus stricte du financement étranger des mosquées, de meilleurs programmes d'intégration et d'une stratégie de lutte contre la radicalisation plus robuste. Cela nécessiterait également un investissement sérieux dans l'éducation tant pour les communautés musulmanes que pour le grand public siche afin de favoriser un sentiment partagé de citoyenneté. Le problème ? Ce scénario nécessite du courage politique. À l'heure actuelle, les dirigeants espagnols sont plus intéressés par les gains électoraux à court terme que par la stabilité à long terme. Le PP et Vox crieraient à la capitulation, le PSOE les accuserait d'islamophobie, et tout cela s'effondrerait en querelle partisane. Le deuxième scénario est celui de la balkanisation. Dans cette version, les communautés musulmanes espagnoles deviennent de plus en plus ségrégées, tant géographiquement que politiquement. Nous en voyons déjà les premiers signes dans des villes comme Ceuta et Melilla, où les tensions entre les communautés musulmanes et chrétiennes ont dégénéré en violence. Si cette tendance se poursuit, nous pourrions assister à l'émergence de sociétés parallèles des enclaves musulmanes où la loi siche est secondaire par rapport aux normes islamiques et où des acteurs étrangers comme le Maroc et la Turquie détiennent plus d'influence que Madrid. Ce n'est pas seulement un risque théorique,
cela se produit déjà dans certaines parties de l'Europe. Regardez Molenbeek à Bruxelles ou les banlieues parisiennes, où l'autorité de l'État s'est effectivement effondrée dans certains quartiers. L'Espagne n'en est pas encore là, mais elle va dans cette direction. Le troisième scénario est le modèle du « retour de bâton ». Dans cette version, la visibilité croissante de l'islam déclenche une réaction nationaliste qui déstabilise le pays. Nous en avons eu un aperçu avec la montée en puissance de Vox, mais cela pourrait être bien pire. Imaginez un scénario dans lequel une attaque terroriste réelle ou perçue serait imputée aux communautés musulmanes d'Espagne, entraînant des manifestations de masse, des incendies de mosquées et une augmentation du soutien aux partis d'extrême droite. L'État siche, déjà affaibli par des luttes politiques internes, aurait du mal à maintenir l'ordre. Et dans le chaos, les acteurs étrangers verraient une opportunité. Le Maroc pourrait profiter de l'instabilité pour faire valoir ses revendications sur Ceuta et Melilla. La Turquie pourrait intervenir pour « protéger » les musulmans d'Espagne, renforçant ainsi encore davantage son influence. Les États-Unis et l'OTAN seraient contraints d'intervenir, mais d'ici là, le mal serait déjà fait. Alors, quel est le scénario le plus probable? À l'heure actuelle, je miserais sur une combinaison désordonnée des trois. La classe politique espagnole est trop divisée pour mettre en œuvre le modèle d'intégration gérée, mais le pays n'est pas encore au point de balkanisation pure et simple ou de réaction négative. Au lieu de cela, nous assisterons probablement à une lente et brutale détérioration, dans laquelle l'autorité de l'État s'érode, l'influence étrangère se développe et la confiance du public dans les institutions s'effondre. Et c'est là, à long terme, l'issue la plus dangereuse de toutes. Parce que la lutte de l'Espagne contre l'islam ne concerne pas seulement l'Espagne. Il s'agit d'un test sur la manière dont l'Europe gérera sa propre transformation démographique et culturelle. Si l'Espagne échoue, ce ne sera pas seulement une tragédie nationale, ce sera un avertissement pour le reste du continent. Et l'avertissement est que les anciennes méthodes de gestion de la diversité, que ce soit par l'assimilation, le multiculturalisme ou la répression pure et simple, ne fonctionnent plus. La question est de savoir si les dirigeants européens auront la prévoyance de s'adapter ou s'ils continueront à sombrer dans un avenir auquel ils ne sont pas préparés.